Madame, Monsieur, bonsoir et bonne année. Mais sera-t-elle bonne pour l'exercice démocratique chez nous au Maroc? Le 31 décembre, en tout cas, c'était la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales. Une date censée incarner l'engagement citoyen, en tout cas pour les primo-votants. Mais on a envie de demander qui a vraiment le cœur à ça. Car cette date rappelle surtout une réalité affligeante chez nous, le divorce entre les partis politiques et les Marocains. Alors, question d'actualité, le problème, c'est plutôt la participation ou la représentation. Les partis politiques, censés être le cœur battant de la démocratie, sont devenus des structures sans âme militante, sans vie interne, sans projet collectif lisible, ni renouvellement des élites. Du coup, les partis politiques aujourd'hui, pour beaucoup de Marocains en tout cas, ce n'est plus un espace d'espoir, c'est un club fermé, toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes discours, qu'on recycle à chaque élection. C'est ce que confirme d'ailleurs la société civile avec ce dernier rapport glaçant du Centre marocain pour la citoyenneté. Plus de 9 Marocains sur 10 ne seraient plus membres d'aucun parti politique selon ce rapport et presque tous disent qu'ils ne leur font plus confiance. C'est ça la vraie alerte démocratique. Alors à quelques mois des législatives, le paysage est déjà familier, des campagnes prématurées, des querelles publiques, des formations de la majorité qui parlent comme l'opposition tout en gouvernant et une impression persistante que l'enjeu principal ne serait pas réellement le projet mais plutôt le positionnement. Et pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière le décor ou les décors, nous avons avec nous 3 observateurs qui commentent régulièrement l'arène politique marocaine. J'ai nommé d'abord en plateau l'incontournable politologue Mustapha Sribi. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi aussi, c'est un plaisir d'accueillir toujours un confrère et notamment, surtout ce soir, Soufiane Chahid. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Donc vous représentez le journal L'Opinion. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation et avec nous depuis Casablanca, mon autre confrère, un plaisir renouvelé de l'avoir avec nous pour ce débat, Abdallah Torabi. Bonsoir. Bonsoir et bonne année, meilleurs vœux. Merci. Vous, sur le plateau, il y a tout le monde, toutes les personnes qui nous regardent. Merci Abdallah Torabi. Je commencerai d'abord avec cette question pour vous. Vous avez écrit que, puisque vous nous avez souhaité une bonne année, vous avez écrit que 2026 risquait d'être, je vous cite, une bataille entre notables parce que, je cite encore une fois Abdallah Torabi, l'offre politique est faible. Concrètement, faible comment? Où? Est-ce que c'est les faibles sur les idées, sur les personnes ou sur la crédibilité? Non, en fait, des notables, c'est pas quelque chose de nouveau pour la vie politique marocaine. C'est-à-dire que voilà, c'est la vie politique marocaine a été ponctuée par des élections qui ont été dominées par les notables. Enfin, on va pas revenir aux années 60, mais jusqu'à récemment, en 2021, c'était aussi une victoire d'une partie des notables au Maroc. En fait, alors, qu'est-ce qui change pour 2026? Comment? Qu'est-ce qui change pour 2026 si ça a toujours été, si les élections ont toujours été des... Parce que vous dites risque d'être une année d'une bataille entre notables. Ouais, ce qui va probablement changer, c'est 2-3 choses. Enfin, ce qui va probablement changer, enfin, on va en parler tout à l'heure, c'est le taux de participation. Je crois, et enfin, je présume, c'est une hantise de tout le monde, enfin, y compris moi, c'est-à-dire qu'on peut être critique, mais c'est une hantise pour tout le monde, c'est le taux de participation. Donc, ça va être une question importante. Et ce qui va changer aussi, c'est que, voilà, enfin, le taux de participation favorise, enfin, quand il y a un taux de participation qui est très faible, il favorise la victoire des notables. C'est-à-dire, quand il y a une mobilisation très grande, quand il y a une bataille d'idées, quand il y a des partis politiques qui ont des offres, évidemment, c'est pas seulement au Maroc, mais dans tous les autres pays, ça mobilise les électeurs, enfin, les gens, ils vont voter, ils vont participer d'une manière très, très forte. Mais quand il y a un taux de participation qui est très fort, dans ce cas-là, il y a des notables qui vont se disputer entre eux la victoire. Donc, il y a une relation qui est très dialectique entre les deux, entre le taux de participation et la victoire possible, enfin, et le fait que les notables soient ceux qui vont faire et défaire ces élections. Mais vous pensez que cette deadline du 31 décembre, donc date limite des inscriptions pour les primo-votants, est-ce que les partis politiques auraient raté ce contact avec les primo-votants ?
Je pense qu'on l'a vu, la mobilisation a été extrêmement faible. Et on l'a vu pendant cette période, et je pense que même tous les observateurs, et je pense même les personnes qui sont au plateau vont être témoins de ça, je pense qu'on l'a observé, c'est qu'il y avait une très faible implication des partis politiques dans la mobilisation pour s'inscrire. On dirait que ça arrange tout le monde, on dirait que qu'il y ait un taux de participation qui soit assez faible, qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui arrivent, parce que ceux qui sont concernés par ce renouvellement des listes électorales, ce sont généralement les jeunes. Et je pense que tout le monde s'accommode et tout le monde est content du fait qu'il n'y a pas un taux de participation qui soit très fort aux prochaines élections. Et on l'a vu, il n'y avait pas beaucoup de mobilisation. Les partis politiques, on les a vus, ils étaient complètement endormis pendant cette période. On n'a pas vu de grandes campagnes pour inciter les gens. On l'a vu, quelques posts sur Facebook, quelques déclarations ici, là, mais une vraie implication pour demander aux gens, pour aller sur le terrain et demander aux gens de s'inscrire et d'aller s'inscrire sur les listes électorales, on n'a pas vu ça. Ça s'est passé d'une manière complètement timide. Et je pense que beaucoup de gens ont été étonnés par cette timidité pour demander aux jeunes, notamment, de s'inscrire sur les listes électorales. Sur les législatives de 2021, Mustafa Shehimi, on en a déjà parlé sur ce plateau dans une précédente émission, le taux de participation avoisiné de 50%. Quels sont vos pronostics pour 2026 ? Écoutez, je ne vais pas faire de pronostics, je vais formuler... Alors, je reformule peut-être ma question. Est-ce que vous rejoignez Abdallah Cholabi sur son diagnostic de l'état de l'exercice démocratique dans notre pays pour les élections qui arrivent ? Alors, ça tient à ceci, me semble-t-il, ça tient, ce qui n'a pas été relevé, me semble-t-il, ça tient au fait que nous avons un système partisan. Et je crois qu'on ne peut pas aborder ce thème que vous avez retenu aujourd'hui si on ne prend pas du recul en s'interrogeant sur le système partisan. Nous avons un système partisan qui est ce qu'il est, qui présente un certain nombre de caractéristiques. Lesquelles ? L'offre partisane est formellement, administrativement, je dirais, large. Nous avons 34 partis. Ah oui, mais il y a 34 partis. Il y a 34 partis, il y en a 18 qui arrivent à avoir des sièges, il y en a 8 qui forment des groupes parlementaires. Ce n'était pas le cas en 2021 ni en 2017, où on avait 27, 28. Donc le premier paradoxe est là, l'offre partisane sur le papier s'est élargie, 34 partis, donc ça permet de répondre à toutes les positions et sensibilités de nos citoyens. Ça pourrait s'élargir même plus avec le changement des règles du jeu électoral. Oui, mais nous sommes toujours dans un schéma de 34 partis. Je ne sais pas si d'ici septembre il y aura création de nouveaux partis, c'est possible, peut-être un ou deux, etc. Ça confirme ce que je dis, c'est-à-dire que l'offre partisane s'est élargie, premier point, premier paradoxe. Deuxième paradoxe, l'offre programmatique ne s'est pas élargie, elle s'est affaissée. Pourquoi ? Ça tient au parcours des partis politiques. Nous ne sommes plus dans le schéma des années 80 où nous avions le bloc des partis du mouvement national, Istiqlal, USFP, PPS et il y avait l'OADP à l'époque, etc., qui avaient des positions au sein de la Koutla. C'était une machine électorale de mobilisation. Et en face, il y avait des partis dits administratifs. En l'occurrence, il y avait le RNI et l'UC. s'est ajouté à cette typologie des partis administratifs le PAM en 2009. Nous ne sommes plus dans des programmes alternatifs. Pourquoi ? Parce que depuis 4 décennies, un certain nombre de partis ont participé à la gestion gouvernementale, ce qui est d'ailleurs leur vocation normale. Je pense à l'Istiqlal, je pense à l'USFP, je pense au cabinet d'alternance, etc., le PPS. Donc tout le monde a été dans les différents gouvernements qui se sont succédés, avec d'ailleurs le cabinet d'alternance, je dis, de Abdelrahman Yousfi, 1998-2002, plus le gouvernement Abbas Fassi 2007-2011, plus évidemment ce qui a suivi après le gouvernement donc de PJD, les deux, PJD Othmani et Bekir et Othmani, et maintenant donc Aziz Akhnouch. Si bien que les partis ont des difficultés à identifier des programmes propres. Il y a, c'est ma thèse que je soutiens depuis toujours, je peux me tromper, c'est qu'il y a maintenant un tronc commun de réformes qui sont à faire et qui gomment pratiquement les spécificités des partis politiques.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est pour la réforme de la santé, de l'éducation, le travail, la croissance, la lutte contre les disparités sociales, etc. Et donc, c'est un creuset... Pardon. Il y a des sujets à caractère social qui séparent. Et il y a des creusets, il y a un creuset où tous ces partis se retrouvent et donc difficulté pour eux de se donner une identité, visibilité des électeurs. Autre paradoxe, là vous avez posé la question du taux de participation. 2021 c'était 50,3%, mais c'était un taux spécifique. Pourquoi ? Parce que le 8 septembre 2021, il y a eu 3 scrutins en même temps. 3 scrutins, c'est-à-dire l'élection des 395 membres de la Chambre des représentants, le même jour l'élection des conseils de région, des 12 conseils de région, et également le 8 septembre, les élections communales. Ça a été d'ailleurs une bonne opération d'agenda parce que ça permet à ceux qui se désintéressent de la vie parlementaire ou même de la région de voter parce que le scrutin communal, c'est un scrutin mobilisateur. Les citoyens, ils sont en contact avec des élus. Or, je formule l'hypothèse que pour le septembre 2026, ça serait un grand succès politique et démocratique si on reconduisait ce taux de 50% ou si on était dans ce palier 50%. Le risque, c'est quoi? Ce que je redoute, c'est qu'il s'assoit autour d'un palier de 40%, comme lors des élections de 2017 où le taux avait été de 43%. Autre paradoxe encore, c'est la coupure que vous avez relevée dans ce rapport donc, de cette association, de la société civile, entre le fait que les citoyens ne sont pas encartés dans les partis politiques. Nous avons déjà une base intéressante, celle du HCP, qui avait été faite il y a quelques années, qui disait qu'il n'y avait que 4% des citoyens qui étaient dans les partis politiques, 1% des jeunes dans les partis politiques, etc. Ça tient à quoi? Ça tient au fait que nous avons un marais électoral de citoyens qui sont extrêmement sévères à l'endroit des partis politiques, à tort ou à raison, mais qui ne prennent pas la peine ni de s'inscrire, et quand ils s'inscrivent, ils ne prennent pas la peine d'aller voter. Voilà un peu les choses, comment elles se présentent. Alors, elles se présentent aussi, parce que vous le dites souvent, Sis Rimi, les institutions payent l'absentéisme, parce qu'on parle des partis politiques qui n'attirent plus finalement les jeunesses et les citoyens pour y adhérer ou aussi pour croire en leur programme. Mais vous pointez souvent sur ce plateau, à travers tous vos écrits, qui commentent justement l'actualité politique de notre pays, la faiblesse de la reddition des comptes. Alors comment on répare la confiance sans toucher au fonctionnement quotidien du Parlement? Moustapha Srimi. Premier problème qui est posé à notre Parlement, c'est l'absentéisme. Moi, j'ai pointé, j'ai une fiche sur ça, sur les votes au sein de la Chambre des représentants sur les grands textes. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a un tiers, globalement, il y a un tiers de présents. Ça veut dire qu'il y a quand même un gros problème. La loi de finances, elle est votée par un tiers des parlementaires. Des lois cadres, des lois organiques, etc. Donc, il y a là quelque chose qui nourrit quoi ? Qui nourrit l'anti-parlementarisme des citoyens. Quand les télévisions publiques, nationales ou autres montrent des travées, de larges travées où il n'y a pas beaucoup de députés, ça nourrit de nouveau tout le temps l'anti-parlementarisme. Il y a également le fait, sur la question que vous avez posée, la difficulté pour les partis politiques à offrir une offre. Il faut une offre qui soit attractive. Ça implique quoi? Ça implique qu'ils changent leur mode de gouvernance. Vous savez, je suis frappé. Qui fait du terrain parmi les partis politiques? Mais c'est ça la vie, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est aussi la vie entre les échéances électorales. Mais oui, mais alors la fonction des partis politiques a changé sur la base des dernières décennies. Dans les années 80, vous le savez, les années 80, il y avait un militantisme partisan de terrain, au niveau des partis progressistes, au niveau de l'Istiqlal, au niveau de l'USFP, au niveau du PPS et d'autres, etc. Et puis ensuite, il y a également un autre militantisme de terrain qui a été fait par la formation islamiste du PJD. On ne peut pas comprendre les scores du PJD si on ne prend pas en compte le fait qu'ils ont fait beaucoup de terrain auprès des citoyens. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la gouvernementalisation des partis politiques
quand ces partis, en différentes circonstances, ont accédé à la gestion des affaires publiques, ils ont délaissé le terrain. C'est un fait structurel de la dépolitisation de notre système. Un commentaire, Soufiane Chahid, sur bien sûr ces informations et ces opinions partagées avec nos deux invités, avec Abdallah Torabi et Mustafa Srimi, et aussi une simple question en 2026, qu'est-ce qu'un parti doit prouver, pas promettre, pour être cru par les électeurs? Ce qu'on a remarqué, disons, durant ce mandat, c'est que on a oublié les partis politiques. Ils vont se manifester, bien sûr, quand les élections vont approcher. Mais durant tout ce mandat, on n'a pas vu vraiment de partis politiques d'opposition. Même pas sur les programmes, mais aussi sur les personnes. On n'a pas vu un leader qui va s'imposer et qui va canaliser les votes, disons. Par exemple, vous parlez d'un parti politique en particulier ou... Non, les partis politiques en général. Vous généralisez. On n'a pas vu un parti politique qui se distingue, surtout dans l'opposition. Et on a vu durant ce mandat, durant ces 4 années, des manifestations, des contestations, des polémiques. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. On a dernièrement vu la Gen Z et on n'arrive pas à voir quel parti politique va reprendre et va canaliser cette colère et cette envie de changement, comme on a vu lors du printemps arabe, qui a été une colère qui a été, disons, reprise par le PJD, qui l'a amené au pouvoir. Pour les prochaines élections, jusqu'à présent, on ne voit pas qui pourrait représenter ça et qui pourrait reprendre ce message, disons, porté par les jeunes durant la Gen Z, mais aussi par les travailleurs. Pourquoi les partis n'arrivent pas à parler aux jeunes? Je pense que c'est une question de leadership, parce que le leadership dans les partis politiques appartient à une certaine génération et qu'ils veulent conserver, disons, leur position et leur statut et leur leadership dans les partis politiques. Et je pense que... Mais ils ne se reconnaissent plus. Alors du coup, alors, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Alors pourquoi s'inscrire quand on ne se reconnaît plus dans ceux qui prétendent nous représenter? Mais c'est ça le problème, c'est que quand on voit qu'on n'a que des personnes d'une certaine génération qui sont censées nous représenter, on n'a pas envie de voter pour eux. Et je pense donc c'est une question d'âge aussi. C'est une question d'âge, c'est une question de génération, c'est une question de beaucoup de choses, de comment on se représente la vie démocratique, comment on se représente les partis politiques, etc. etc. Donc je pense qu'il y a une certaine rupture entre le leadership de beaucoup de partis politiques et la jeunesse actuelle. On pointe aussi du doigt... Mustafa Srimi ? C'est un élément, parmi d'autres, la question du leadership que vous posez. Le leadership dans les partis ou ailleurs ne se décrète pas. Il se construit dans des circonstances particulières, historiques, politiques, etc. Et il trouve chez le candidat au leadership, donc qui était candidat au leadership, sans qu'il soit forcément candidat, donc des possibilités d'expression. Je crois que c'est extrêmement important. La question de l'âge, je voudrais nuancer, si vous le permettez. Je l'attendais. Non, non. Je soutiens qu'il n'y a pas, que le jeunisme n'est pas une vertu. Qu'est-ce qu'on appelle par jeunisme? Est-ce que jeunisme, c'est une question d'âge ou une question de renouvellement aussi des élites, Mustafa Srimi? Le jeunisme, c'est l'âge. Un jeune de 30 ans n'est pas plus qualifié, plus intègre, plus mobilisateur, etc., que quelqu'un de 60 ans, 70 ans. Mais est-ce que aussi les jeunes, et on l'a vu, pointent du doigt et réclament une nouvelle élite politique dans les partis politiques, et c'est ce qui les fait aussi. Ça répulse aussi cette jeunesse qui ne voit plus ces partis politiques que les représentants. Mais ils ne font rien pour s'insérer dans le système politique. Mais est-ce que... Alors parlons, il y a quelque chose que j'aimerais bien interpeller Abdallah Torabi sur cela. Mustafa Srimi, merci pour la transition. Abdallah Torabi, est-ce que en 2026, nous sommes prêts à accueillir ces élections avec les mêmes élites? Est-ce que, aussi, c'est ce qui a été pointé du doigt, on parle de démocratie, est-ce qu'il y a vraiment, réellement, concrètement, une démocratie interne dans les partis politiques de notre pays?
Non. Alors, sur la question des élites au sein des partis politiques. Moi, enfin, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Moustapha Saimi sur le jeunisme. Enfin, le jeunisme, ça veut dire quoi les jeunismes? C'est-à-dire que voilà, la jeunesse n'est pas une vertu en soi. C'est-à-dire que vous pouvez très bien trouver un jeune de 25 ans, 30 ans, et qui n'a aucune proposition, qui n'a aucune vision de la société, qui n'a aucun nouveau discours. Il peut être beaucoup plus conservateur et traditionnaliste et figé que, un vieux qu'une personne âgée. Enfin, je ne vais pas dire de si peu d'âge. Mais en tout cas, la catégorie jeune, ça n'existe pas en soi. C'est-à-dire qu'il n'est pas une vertu en soi. Par contre, ce qu'on regardait dans d'autres pays, dans d'autres expériences, ceux qui sont en train d'arriver au pouvoir, les nouvelles vagues, les nouvelles générations de militants qui sont au pouvoir, qui ont des quadras, et quinquas, ce sont des gens aussi qui ont eu une progression, une vie militante, appartiennent à des partis politiques, etc. Vous prenez par exemple Meloni en Italie, c'est une personne qui a une vingtaine d'années, elle a une quarantaine, je pense, maintenant, c'est une quadra, mais qui a des années de militantisme derrière elle. Vous prenez par exemple Bardella en France, qui est en train de monter, on dit probablement qu'il sera le prochain président en France, c'est quelqu'un qui a des années, malgré son jeune âge, de militantisme au sein de son parti. Vous prenez Pedro Sanchez, exactement le même cas. Nous, au Maroc... Ça passe Rémi de commenter que Bardella était un parachuté. Parachuté, il n'a jamais travaillé sa vie, il a été adoubé par Marine Le Pen. Non, on ne parle pas de travail, mais c'est un militant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient de l'intérieur d'un parti qui a politique. battu peut-être le pavé aussi, parce qu'on l'a vu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui descendait, qui allait à la rencontre aussi des électeurs. Bien sûr. Enfin, il a un savoir-faire politique. Comparaison n'est pas raison. Hein. Au Maroc, oui. Au Maroc, le problème qu'on a maintenant, c'est qu'il y a une rupture avec ce modèle. Au Maroc, toutes les élites que vous prenez par exemple dans les années 80-90, il y avait toute une progression des militants qui vient de la base, des militants dans les sections estudiantines de la gauche, beaucoup plus tard, mouvement islamiste. Là, il n'y a plus de ça. Maintenant, les cadres, les élites, maintenant technocratiques, il y a un modèle qui a été adopté maintenant par plusieurs partis. On veut des gens qui soient prêts. C'est-à-dire, on va chercher dans l'université, on va chercher dans le monde de l'entreprise, on va chercher dans d'autres endroits des personnes et qu'on va bombarder ministres, qu'on va bombarder, on va mettre à la tête d'une structure partisane, parachuter, etc. pour reprendre l'expression de Moustapha Saimi, de parachuter aussi. Le parachuter, exactement. Et même le népotisme. On y vient. Bien sûr, les relations familiales, etc. Et donc, ça bloque une certaine vie naturelle au sein des partis politiques, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette progression militante qu'on avait avant. Et donc, les gens sont en train de se poser des questions. Pourquoi je vais participer, pourquoi je vais intégrer un parti politique, d'accord? Et le coût d'investissement, le coût en temps, en argent, etc., en énergie, moi, je pourrais très bien le faire en rejoignant un autre parti qui est capable de me parachuter justement dans une position de responsabilité. Donc, et tout est lié parce que, c'est Moustapha tout à l'heure, il parlait des années 80, 90, après pour les années 2000, mais parce que les grands récits, les idéologies se sont effondrées. Actuellement, il n'y a plus, l'islamisme s'est effondré, la gauche s'est effondrée, ne serait-ce qu'au Maroc. Et donc, il n'y a pas un renouvellement des discours politiques et des discours idéologiques dans notre pays au sein des partis politiques. C'est-à-dire ce travail de refonte ou ce travail de trouver un nouveau discours et un nouveau langage et de nouvelles idées, ça n'existe pas. Donc ce n'est pas un problème de langage, c'est un problème... Alors, parce qu'on a beaucoup reproché à ce gouvernement un manque de communication, en tout cas quand la communication est faite, elle est mal faite, en tout cas, bref, ce qui a mené aussi aux mouvements sociaux de fin septembre. Abdallah Tourabi, est-ce que c'est un problème de langage ou de contenu finalement ? Si on va au-delà de ce qui compose ou de ceux et celles qui composent les partis politiques. Oui, évidemment. Là aussi, il y a aussi un autre péché qui est dans notre discours actuellement, c'est d'insister sur la communication, comme si la communication se fait par elle-même. Derrière la communication, il doit y avoir un discours cohérent, il doit y avoir des idées, il doit y avoir des gens qui peuvent vous écouter. Et il faut aussi une exemplarité, une incarnation. Or, la communication elle-même, on est en train de gadgetiser la communication au Maroc et dire oui, il suffit juste de mettre un peu de communication, parler aux gens pour que les gens les écoutent. Oui, bien sûr, il faudrait faire ce travail, mais avec quel discours ? Par exemple, là, les gens qui vont participer aux élections. Je vous donne un exemple très simple.
Par exemple, sur le code de la famille. Le code de la famille, vous le savez tous très très bien, le code de la famille, ça a été toujours un marqueur idéologique au sein des partis politiques. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui sont, par exemple, pour, par exemple, la polygamie. Il y a ceux qui sont contre la polygamie. Il y a ceux qui sont pour l'égalité en héritage. Actuellement, est-ce que quelqu'un peut me dire, à part un ou deux partis, qu'est-ce qu'ils pourraient me dire, par exemple, les partis qui sont au sein du gouvernement, qu'est-ce qu'ils pensent de ce genre de sujet? Personne ne sait. Personne ne sait, à part Abdel Fouadi, voilà, enfin, qui est seul à vouloir défendre voilà, ce projet. Et c'est ce qui explique actuellement, c'est que les gens, ils ne se reconnaissent plus dans les idées, ils ne se reconnaissent plus dans qui fait quoi, enfin, qui incarne un tel discours, qui est progressiste, qui est conservateur. Ça existe. Vous allez sur les réseaux sociaux, les gens sont identifiables, les discours sont identifiables. Mais est-ce qu'on reconnaît déjà, est-ce qu'on identifie déjà un parti de la majorité si on entend certains discours de quelques représentants de partis de la majorité qui nous gouvernent, ils sont déjà avec un discours de l'opposition et ça a commencé bien avant la campagne électorale. Donc, au-delà du positionnement sur certains sujets délicats, notamment à caractère social. Oui, mais ce sont des marqueurs. Khadija, ce sont des marqueurs. C'est ce qui vraiment qui permet de démarquer un parti d'un autre. Vous partez par exemple en France, en Espagne ou aux États-Unis. Vous posez un sujet par exemple sur l'identité, sur la question par exemple de liberté, etc. Vous aurez une démarcation qui se fait sur le champ. Là, qui est qui? Qui défend quoi? Ça, on ne le sait plus. Et c'est ça qui explique actuellement pourquoi il y a un taux de participation de plus en plus faible, pourquoi les partis n'attirent plus les gens, pourquoi les gens ne se reconnaissent plus dans la vie politique, etc. Parce qu'il y a un problème d'incarnation, il y a un problème de dire, voilà, moi je défends de telles idées et je suis prêt à les défendre jusqu'au bout. Oui, quitte à ce que ce soit à l'encontre en tout cas, qui va contre la logique d'une majorité gouvernementale. Je vais mettre, parce que il y a un parti dans la majorité gouvernementale qui est notamment conservateur. Et sur des sujets comme celui du code de la famille, on connaît bien ses positions. C'est l'Istiqlal pour ne pas le nommer. Soufiane Chahid. Je voulais juste revenir sur l'histoire des jeunes. Je ne dis pas que les vieux doivent partir parce qu'ils sont vieux. C'est parce qu'ils sont vieux et mauvais et qu'ils sont incompétents. Parce qu'ils sont là depuis plusieurs mandats. Ce qu'on est en train de discuter depuis tout à l'heure, c'est un constat d'échec des partis politiques. Et qui est responsable de ce constat d'échec? C'est l'élite qui est actuellement à la tête des partis. Donc, ils ne sont pas capables d'attirer les jeunes, ils ne sont pas capables de parler à ces jeunes. Si demain, un parti politique fait une vidéo TikTok, parfaite, sans vraiment un programme crédible, ou même avec des promesses qui n'ont pas été tenues, est-ce que ça marche quand même? Je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais en tout cas, ça va atteindre une certaine population qui est beaucoup sur TikTok. On le voit beaucoup par exemple, dans les partis politiques français. Le Rassemblement national, on en parlait tout à l'heure, ils sont très présents sur les réseaux sociaux, sur TikTok, et c'est comme ça qu'ils arrivent à mobiliser une... Ils ne sont pas les seuls. Hein. Ils ne sont pas les seuls, bien sûr. On a quand même des machines électorales bien rodées sur les réseaux sociaux. Ça ne conduit pas au vote. On ne sait pas. Moi, je pense que ça conduit. Que pour les très jeunes, ça conduit. Même aux États-Unis, on a vu que Trump, avec l'alt-right, etc., qui était très, très présent sur les réseaux sociaux, on a vu qu'ils ont beaucoup mobilisé les jeunes qui ont voté pour Trump. Si vous le permettez, je fais une différence entre deux niveaux d'analyse que je vous propose. Il y a ce périmètre exceptionnel du digital au Maroc. C'est des millions qui s'expriment. Pas qu'au Maroc, hein, c'est mondial. Oui, mais nous sommes les plus connectés dans le monde, entre autres. Alors, c'est quoi? Ça va dans tous les sens. C'est brouillon, c'est confus, mais il y a quelque chose qui s'exprime. Quoi? Une politisation. Il y a une politisation avec un suivi quasi quotidien de la gestion des affaires publiques. Il y a à côté de ça un autre facteur que je vous propose qui explique le déclassement des partis politiques pour ce qui est de leur offre et de leur capacité de mobilisation, c'est la politique royale. Les grands chantiers qui, depuis 2 décennies, ont été lancés par qui? Ils ont été lancés par le souverain, avec des corrections, des interpellations, des orientations, voire même des sanctions contre des ministres, etc. Prenez le mandat de ce Parlement et de ce cabinet. Le souverain est là, donc, comme un timonier pour recadrer. Et c'est lui qui, en août 2022, par exemple, avait posé le problème
Il avait posé deux problèmes. Le problème de la réforme de la Moudawana, qui est d'ailleurs en panne, on va y revenir, et il avait posé un autre problème qu'il avait déjà soulevé. Elle ne resterait pas en panne jusqu'après les élections? Est-ce que ce n'est pas risqué de mettre ça sur la table? Je vais vous répondre. Il avait posé un autre problème, celui de la représentation institutionnelle et des conditions favorables pour notre communauté marocaine à l'étranger. Plus personne n'en parle. C'est-à-dire que dans les tiroirs. Alors, pour ce qui est donc de la difficulté de ce gouvernement, il pâtit donc de l'affaissement général du système partisan. Hein. Ensuite, il supporte évidemment les interpellations royales et le recadrage. La réforme, elle est du côté du souverain. Mais oui, la protection sociale, c'est le roi. L'État social, c'est le roi. C'est les grandes orientations. Après, c'est la mise en œuvre. Ah oui, mais ce n'était pas dans le programme de... Non, c'est la mise en œuvre. Quand le même cabinet... Prenons par exemple les aides sociales. Quand ce même cabinet revient sur des décisions sur les seuils pour pouvoir bénéficier des aides directes, ils vont revoir les critères, etc. C'est-à-dire, c'est des ajustements. Sa Majesté le Roi donne les orientations. Oui, mais c'est ça un gouvernement. Je voudrais vous dire ceci, si vous me permettez. Le programme d'investiture de ce gouvernement d'octobre 2021, il est généraliste, il fait une centaine de pages, etc. Il n'y a pas l'État social, il n'y a pas la protection sociale. Alors, Abdellah Tourabi, je veux vous poser une question relative notamment aux réseaux sociaux. J'ai demandé à mon confrère Soufiane Chahid sur cette vidéo TikTok. On voit qu'aujourd'hui, les partis politiques font appel aux réseaux sociaux, font appel aux influenceurs pour, non peut-être pas voter pour eux, après ça dépend des cachets, on ne va pas le cacher. C'est des pratiques qu'on a vues en 2021 déjà. Est-ce que vous pensez que c'est bis repetita pour 2026, puisque ça a marché en 2021? Et l'autre question, où sont ces partis politiques sur des plateformes telles que Discord? Alors, par rapport à 2021, évidemment, c'était particulier, parce qu'il y avait un ennemi à abattre. Il y avait un ennemi à abattre, c'était le PJD. Et le PJD, bien sûr, il a offert tellement de cordes pour se faire fouetter. Donc voilà, mais en 2021, on l'a vu, il y avait une utilisation des réseaux sociaux parce qu'il fallait un ennemi à abattre. En fait, il y a beaucoup de gens, ce qui explique beaucoup plus la défaite du PJD, c'est que le PJD, bien sûr, il a désespéré ses bases électorales. Il y avait une désaffection, des gens qui n'ont pas allé voter, alors qu'ils probablement, certainement même, dans certaines villes, qui allaient voter pour ce parti, ils n'ont pas voté pour lui. Mais les réseaux sociaux ont été utilisés justement autour de ça pour abattre un ennemi. Là, en 2026, c'est complètement différent. C'est complètement différent. On n'a plus un ennemi à battre. Et c'est pour ça que je ne m'attends pas à ce qu'il y aurait, comme vous l'avez dit, bis repetita par rapport à 2021. Ça va être une campagne beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. J'ai l'impression que personne ne veut que cette campagne électorale soit intense, enflammée, avec des discours, comme on l'a vu en 2021 ou comme on l'a vu avant, en 2016, notamment entre le PAM et le PJD. J'ai l'impression que tout le monde va faire profil bas, tout le monde va travailler, faire son travail de terrain. De terrain, quand je dis dire terrain, c'est comme le mercato de foot. Aller choisir le meilleur profil qui pourrait gagner les élections dans une circonscription en particulier. Ça va être au cas par cas. C'est ce que vont faire les partis politiques, c'est ce qu'on est en train de faire. Ce que fait maintenant Aïs Armouch, c'est ce que fait le Cerclel. Ce qu'essaye de faire le PAM, mais ils ont tellement de problèmes internes en ce moment que j'ai l'impression que il n'y a pas ce travail qu'on est en train de faire. Mais le Cerclel et Rini sont en train de faire ce travail justement de détecter ceux qui seront les meilleurs profils pour les élections. Sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que les partis politiques, on aura quelque chose d'extrêmement classique, de campagne, des capsules, etc. Mais sur les réseaux sociaux, vous avez dit TikTok, vous prenez par exemple le phénomène Mamdani aux États-Unis. Ce n'est pas du gadget. Mamdani, il y a tout un discours qui est derrière ces capsules. Il y a tout un discours, il y a toute une construction idéologique. Il y a des idées qu'il défend. Il y a surtout un Bernie Sanders derrière.
Exact. Bah oui, mais bien sûr qu'il y a un discours. Il y a un discours. On a un candidat de gauche, de vraie gauche aux États-Unis, à New York. C'est quand même un paradoxe. Dans la ville la plus riche au monde, le maire est un maire socialiste et qui se revendique. Donc il y a toute une construction idéologique derrière. Quelle est la construction idéologique, par exemple, d'une capsule TikTok? Je ne vais pas citer de nom de parti, d'un tel parti ou d'un autre. Qu'est-ce qu'il y aura comme discours? Mais est-ce que vous pensez que même Alors, je vais transposer sur l'exemple que vous avez évoqué, sur l'exemple de Mamdani à New York, qui est une ville cosmopolite, qui est une ville quand même avec beaucoup de richesses culturelles, etc. Comment ça se fait que le tiers, par exemple, de la communauté juive vote pour un candidat je viens au fond de mon idée. Un candidat qui est contre Israël, qui a vraiment montré des positions assez tranchantes quant au conflit israélo-palestinien. Un tiers des Juifs de New York ont voté pour lui. Ce qui me mène à ma question, ce n'est pas idéologique, c'est économique, parce qu'il leur a promis une meilleure qualité de vie, tout simplement, pour le logement, pour les problèmes d'inflation, etc., etc. Donc, au final, aujourd'hui, puisque vous avez évoqué le mot idéologie plusieurs fois depuis le début de cette émission, Avlat Sorabi, est-ce une question d'idéologie ou de poche? Non, mais bien sûr, tout est idéologie. Quand je dis idéologie, il ne faut pas aller dans quelque chose de très, très, très loin, c'est-à-dire l'idéologie communiste, etc. Non, je dis qu'il y a un minimum de valeurs à défendre. Et il y a cette question importante et intéressante. Vous savez, le philosophe allemand Carl Schmitt, il définissait la politique comme la désignation de l'ennemi. Il faut désigner un adversaire. Donc, pour le cas américain, pour le cas de Mamdani, je ne vais pas m'attarder sur ce cas-là, il a désigné l'adversaire. L'adversaire, c'est le riche, c'est les inégalités, c'est ce disproportion des revenus entre les habitants de New York, etc. Et il y a une désignation de l'adversaire politique. Et ici au Maroc, il n'y a pas de désignation d'adversaire politique. C'est ça, notre problème. C'est que nos partis ont cessé depuis un moment, depuis quelques années, à désigner l'adversaire politique. Ce qui faisait que la vie politique marocaine a été intense pendant des années, pendant 30 dernières années, c'est qu'il y avait une vraie désignation d'adversaire. Pour la gauche, l'adversaire, au début, c'était l'État marocain, ce qu'ils appelaient le Marzen. Plus tard, c'était l'islamiste, et pour l'islamiste, c'était le gauchiste, le laïc, etc. Donc, il y avait une guerre de valeurs, une guerre de programmes, une guerre d'idées, des incarnations, etc. Et c'est pour ça que je disais, la vie politique marocaine, elle avait ses défauts, évidemment, mais il y avait un débat intense. Actuellement, ce qui explique le problème, l'atonie de la vie politique marocaine et les désintérêts, justement, pour les partis politiques, c'est que les partis politiques ont cessé de désigner l'adversaire et l'ennemi politique. Et pour Discord, vous n'avez pas répondu à ma question. Non, Discord, je pense que c'était juste comme disait l'ancien président français, c'était juste un pchit, ça fait pchit. C'est-à-dire maintenant, les Marocains sont très présents sur Facebook. Mes chiffres sont bons, je me rappelle. Il y a 19 millions de Marocains sur Facebook. De comptes. Beaucoup moins sur X. C'est comme pour les comptes bancaires, de comptes. On ne sait pas combien chaque personne détient de comptes, etc. Bon, oui. Non, bien sûr, il y a de ça, mais on sait très bien que les Marocains sont très connectés, ils regardent absolument, ils commentent énormément. Vous le savez mieux que moi, quand vous regardez le débat sur les réseaux sociaux, ils sont beaucoup plus intenses que les débats politiques institutionnels. Mais encore une fois, c'est des débats politiques, contrairement à d'autres pays où les partis politiques ou les représentants politiques sont absents. Si je ne parle pas de Discord, mais il n'y a pas de débat politique, il n'y a pas vraiment une présence, à part les communiqués de presse, des personnalités politiques de notre pays. Citez-moi une seule personnalité politique influente sur les réseaux sociaux marocains. Voilà. Non, mais c'est ça. Oui, en effet. Je vous laisse finir. Une personnalité politique marocaine, par exemple, suivie sur TikTok. Suivie, mais quand je dis suivie, c'est-à-dire avec un vrai contenu original, etc. Il n'y a personne. C'est pour ça que peut-être on pourrait éventuellement faire appel à des influenceurs qui ont plusieurs centaines de milliers, voire des millions de followers, pour utiliser leur canal, pour avoir plus de visibilité. C'est une question. Oui. Mustafa Sahimi, commentaire. Écoutez, vous avez posé la question au départ des conditions dans lesquelles va se dérouler la campagne électorale de 2026. J'y arrivais, je n'ai pas encore posé la question, mais oui, dans quelles conditions? Voilà, dans quelles conditions. Elle commence quand, d'ailleurs? Les élections, c'est... Non, fin septembre pour les élections. Un mois. En septembre.
Non, le scrutin, c'est septembre. Oui. Fin C'est septembre. septembre avec un agenda, ça sera probablement sur le milieu Fin septembre. ou la fin septembre pour arriver donc au Parlement avec des élus. Alors, l'hypothèse formulée et qui a été avancée, c'est qu'il y aura un profil bas des partis politiques. Je vous propose une autre lecture. Pourquoi ? À la différence de 2021 où il s'agissait d'un vote sanction contre le PJD, avec les résultats que vous savez, pour septembre 2026, ça sera un vote sanction contre qui ? Contre les sortants. Les citoyens, ils ont de la mémoire, ils ont un vécu quotidien. J'utiliserai le conditionnel si j'étais vous, cher maître Srimi. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Ce sera. Un vote n'est-ce pas ? Sera probablement, voilà, sûr. sera probablement, je vous fais cette concession, probablement un vote sanction. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gouvernement en place qui va défendre ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait, et les citoyens, sur ce plan-là, sont extrêmement mécontents. Il y a de la défiance. Il y a de la défiance. Ensuite, il y a beaucoup de promesses qui ont été faites par ce gouvernement dans son discours d'investiture. Et puis, il y a une gouvernance qui est problématique. Pourquoi elle est problématique ? Parce que c'est des réformes, c'est une équipe qui fonctionne d'une drôle de façon, ce gouvernement. D'une façon particulière, moi, qui m'interpelle. Il y a un chef de gouvernement qui est là, qui est président du RNI et qui donc est au premier plan. À côté de ça, il a des alliés. 2 alliés qui sont l'Istiqlal, le PAM d'abord et l'Istiqlal. Est-ce que cette majorité fonctionne dans des conditions harmonieuses ? Je ne le crois pas. Mais elle tient toujours. Elle tient, oui. Ça c'est un acquis. C'est un acquis de notre système, c'est-à-dire qu'on a un agenda électoral qui est respecté. C'est extrêmement important. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en 2021, un certain nombre de partis politiques avaient formulé l'idée de reporter les élections du fait du Covid. Et Sa Majesté le Roi a dit non, le souverain est très attaché au respect de l'agenda institutionnel. Ensuite, il y a le bilan. Qui va réclamer quoi ? Le chef du gouvernement va revendiquer quel bilan ? Le parti de l'Istiqlal, quel autre bilan ? Justement, oui, Soufiane Chahine. Non, parce qu'on a vu cette majorité qui gouverne en mode campagne, il faut le dire, depuis quelques mois. Et on se tire dessus à boulet rouge. Quel impact sur ces prochaines élections et aussi sur notre pays, il faut le dire. Parce que, est-ce que ce n'est pas contre-productif de commencer un peu la campagne avant l'heure ? Oui, Soufiane Chahine. Moi, je voulais juste revenir sur le constat que ce sera un vote sanction. N'oublions pas que l'économie joue un grand rôle dans les élections. Oui. Et cette année, alhamdoulilah, on a eu une très bonne croissance. Il y a la pluie qui tombe. Donc, ça peut jouer en leur faveur. N'oublions pas que le PJD a été dégagé en période Covid, où c'était une situation économique très catastrophique. Et de sécheresse. Donc, je pense que ça peut jouer en leur faveur. Maintenant, on verra. Est-ce que, si ça joue en leur faveur, la question qui fâche, et je vous la pose à vous trois, chers confrères et chers invités, si les partis politiques que l'on connaît restent comme ils sont, 2026 peut-elle produire une alternance ? Vous avez évoqué le terme tout à l'heure, Srimi, je l'ai retenu, ou juste une recomposition de visage ? Il n'y aura pas d'alternance. Pourquoi ? Parce qu'il y a un prépositionnement des 3 partis de la majorité qui est tel qu'ils ne peuvent qu'arriver donc dans le peloton de tête. Il y a une machine RNI qui a été mobilisée en 2021. Ça fait partie d'ailleurs des mystères de la sociologie électorale que je suis de près. Le RNI en 2016 avait 550 000 voix. Mais alors du coup... Attends, j'ai fini si vous permettez. Oui. En 2021, multiplie sa base électorale par 4. C'est quelque chose d'exceptionnel dans nos pratiques électorales institutionnelles. Alors, ça va se jouer entre ces 3 partis qui sont compétitifs, évidemment par nature et par destination, pour donc arriver premier et voir un des leurs nommé par le souverain comme chef du gouvernement, article 47 de la Constitution. Alors, ça va se jouer entre ces 3, okay. mais ça va être, me semble-t-il, reconduit avec une ouverture. Vers qui ? Vers un parti qui est déjà en train de piaffer d'impatience dans la salle d'attente. En l'occurrence, on peut le dire, c'est l'USFP de Driss Ashgal. Pourquoi je donne Cela n'engage que vous. Non, moi je donne des éléments factuels, je peux me tromper. Bien sûr. Les éléments factuels, c'est qu'en octobre 2023,
le premier secrétaire de l'USFP s'était mobilisé pour une motion de censure contre ce gouvernement qui était incapable, qui était frappé de tous les maux de la terre, etc. Et voilà qu'en 2025, en avril 2025, au moment de signer la motion de censure, il faut la signer, etc., il s'est récusé en invoquant des arguments irrecevables. Pourquoi ? Parce qu'il semble bien, je nuance mes propos, il semble bien qu'il se prépositionne en contact avec les uns et les autres pour être le quatrième parti de la future majorité. Donc, un quatrième parti et une recomposition de visage. Donc, vous dites pas d'alternance, mais peut-être une recomposition de visage. De visage, c'est pas sûr. Pas sûr. C'est pas sûr. Sofiane Chahid, même question. Moi, je suis d'accord, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise. Après, tout peut se passer en une année. Et encore, je pense... je ne sais pas si on va en parler ou non, mais il y a encore beaucoup de dossiers chauds. Alors justement, ce rapport du Centre marocain pour la citoyenneté associe la défiance à des conflits d'intérêts, à la corruption, à l'argent public. Est-ce que vous êtes journaliste, ce sont des perceptions ou des faits réels, factuels, documentés ? Et quelles affaires, selon vous, auraient le plus marqué l'opinion ces dernières années donc de ce gouvernement ? Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'affaires qui ont notamment été discutées au Parlement. Par exemple, je vous rappelle l'affaire des importations des bovins. Évidemment. Oui, il y a eu des gens, une dizaine de personnes qui en ont profité. Il y a eu aussi la question de l'implication du chef du gouvernement dans la station de dessalement de Casa. Donc ça, c'est des affaires, je ne sais pas si ça aura un impact vraiment sur l'électorat. Ça reste présent parce que c'est des conflits d'intérêts qui nuisent à la crédibilité du chef du gouvernement. Oui, bien sûr. Mais vous dites quand même qu'il n'y a pas de changement, qu'il n'y aurait pas de changement. Il n'y aura pas de changement parce qu'il y a des machines en place. Abdallah Tourabi. Je partage quasiment le même point de vue, parce que tout est lié. Si j'étais à la place des partis politiques qui sont là, les trois en tête, et notamment le RNI, je serais justement pour un profil bas. Une campagne électorale extrêmement timide, sans relief, etc. Et d'autant plus, il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a la Coupe du Monde, d'ici quelques mois aussi. Donc, il faudra attendre aussi ce qui va se passer dans cette Coupe du Monde. Et donc, tout le monde va profiter de cette situation par justement avoir un profil bas. Plus personne. Le Istiqlal va essayer de temps à autre de taquiner un tout petit peu le RNI parce que le Istiqlal rêve de prendre la place du RNI et que Nizar Baraka soit le prochain chef du gouvernement. Le PAM, est-ce que le PAM va se ressaisir? Justement, on l'a vu en 2021, il s'est ressaisi à la dernière seconde, dernière minute, justement, comme ce qui lui a permis d'arriver deuxième. Mais en tout cas, si les élections étaient organisées demain, je pourrais dire le RNI en tête, le Istiqlal deuxième et le PAM troisième. Voilà, mais avec un taux de participation extrêmement faible. Le RNI, je ne pense pas qu'il va réaliser, je parle de demain, si on fait les élections demain, le RNI ne va pas réaliser le même score, ce qu'a fait noter Mustafa tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il va réaliser le même score qu'en 2021, je ne pense pas. Il y aura une partie vote sanction, il y aura une partie certains notables qui vont aller vers d'autres partis, parce qu'il y a des frictions internes, notamment cette présidentialisation excessive du RNI, c'est-à-dire que c'est devenu un parti, c'est plus RNI, c'est le parti d'Aïssa Arnouch. C'est-à-dire celui qui fait des faits tout à l'intérieur de son parti. D'ailleurs, les nominations au poste ministériel se font par proximité avec le président du parti et non pas quelque chose qui soit issu naturellement. Donc, il y a une présidentialisation de ce. Ça pourrait répondre à la question de Mustafa sur le RNI. Il y a une présidentialisation de ce parti. Donc, il y a quelqu'un qui est là avec sa puissance financière, avec ses réseaux, avec le fait qu'elle a été ministre de l'Agriculture pendant 16 ans. Donc, ce qui explique beaucoup de choses, qui explique pourquoi le RNI s'est implanté énormément dans le monde rural, pourquoi les notables sont attirés par ce parti et pourquoi il a réalisé cette percée exceptionnelle en 2021. En tout cas, pour résumer, si on fait des élections demain, moi je pense, le scénario probable, celui-là, RNI en tête, Istiqlal deuxième et PAM troisième. Et quand même, en deux mots, si vous le permettez, un vote sanction. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qu'a promis ce gouvernement qui n'a pas été fait, avec un certain nombre de grandes réformes qui sont sur la table. La réforme de la Mdouana, la réforme du Code du travail qui date de 2004, la réforme du Code pénal, évidemment, parce que c'est clivant, etc. J'y ajoute la réforme fondamentale du régime des retraites, qui est sans cesse reportée, et parce que ce gouvernement n'a pas la capacité politique d'imposer une solution.
Dernière hypothèse que je vous soumets, si vous m'aviez posé la question de savoir si le président du RNI allait être reconduit, dans l'hypothèse son parti arrive premier pour un second mandat, j'aurais fait une réponse interrogative, sinon négative. Pourquoi ? Le souverain a la possibilité de nommer quelqu'un, donc au sein du parti, arrivé premier. Quelqu'un. Or, dans notre pratique institutionnelle depuis 1960, aucun chef de gouvernement, surtout après des élections, la période 77, aucun premier ministre sortant n'a été reconduit. Et prenez tout l'historique, etc. Pourquoi ? Parce que ça serait une manière de forcer le choix du roi, et un chef de gouvernement ne peut pas s'imposer électoralement au roi sur 2 mandats successifs, 5 ans, 5 ans. Peut-être aussi qu'on peut voir pour une fois une femme ou un jeune à la tête du gouvernement. Ça, c'est une surprise agréable qu'on peut espérer, disons, pour les prochaines élections. Ce qui est sûr, c'est que 2026, ce ne sera pas seulement un test pour les électeurs, ce sera surtout un examen de rattrapage pour les partis politiques. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Je peux dire en tout cas que les choses vous paraissent très claires à vous trois en ce qui concerne ces élections. Claires mais préoccupantes. Préoccupantes. Pour 2026, pour ces élections législatives prévues donc à fin septembre 2026. Merci à tous de nous avoir suivis. Je voudrais réitérer aussi mes remerciements à mes invités. Merci Sofiane Chahid. Merci Safa Sahimi. Merci à vous. Merci à vous aussi, Abdellah Torabi. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.